mais aujourd'hui, on est là parce que c'est le colloque qui regarde les risques naturels. Une des choses que j'adore de mon travail, c'est qu'on rentre dans une complexité assez difficile d'adresser pour juste une personne. On a vu des présentations qui touchaient sur sécurité civile. Thomas a bien commencé en regardant cette présentation qui commençait avec, qui a démontré 20 ans de colloque. Euh, et la liste était longue, mais qui allait, faisait la gamme de la compréhension des risques, des aléas, jusqu'à la gouvernance, jusqu'à la réduction de la vulnérabilité. On a parlé de l'importance de la cartographie, non seulement pour la connaissance et la compréhension des risques et de l'aléa, mais aussi pour l'implication sur les populations vulnérables, l'aménagement du territoire, la sécurité publique, la gestion des risques. Ça devient très, très complexe. Ça me fait plaisir, donc, toujours, durant nos colloques d'ACFAS, maintenant, la deuxième année, que je puisse euh, rassembler plusieurs personnes pour ouvrir un peu les discussions, parce que c'est quand on mélange les connaissances et les différentes approches de travail, de l'action, autant que la recherche, qu'on peut apprécier d'une façon, et chaque fois que c'est une nouvelle discussion, parce que c'est des équipes intersectorielles et c'est chaque équipe qui a sa propre personnalité aussi, qui crée un nouvel genre de connaissances. Donc, ici, à notre panel, on a, à ma gauche, je pense, oui, à la gauche, Philippe Cachon, de l'UQAM. Je vais aller vite, hein, je ne vais pas dire toutes vos affiliations. C'est bien, Thomas Buffin-Bélanger, Mylène Riva de McGill, pardon, de UQAM. Manel Jabel, ton titre, Conseillère en sécurité civile au bureau de la résilience municipale de la ville de la Et Nathalie, à l'extrême gauche. à la gauche extrême. Oui, qui aura toujours le dernier mot. Aujourd'hui, Nathalie Saint-Amour de Nico. Bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Depuis 2006 et le premier colloque sur les risques naturels, le Canada a ratifié la feuille de route du cadre Sendai lors de la réunion de la 5e plateforme régionale pour la réduction des risques de catastrophes dans les Amériques qui a lieu à Montréal du 7 au 9 mars 2017 et s'est doté d'un plan national d'adaptation intégrant, entre guillemets, un point de vue englobant toute la société pour la réduction des risques. Dans le même temps, le pays et le Québec, en particulier, a été frappé par des événements climatiques de l'ampleur et d'une fréquence sans précédent. Thomas a bien fait au début du colloque d'en discuter, d'en nommer plusieurs dans les dernières 20 années. Face à ces réalités, cette table ronde explorera comment les connaissances scientifiques produites au Québec ont évolué au cours de ces 2 dernières décennies. Quels en ont été les principaux défis et de quelle manière ces savoirs ont été traduits ou non en décisions gouvernementales et en actions citoyennes. La table visera également à identifier les angles morts actuels, à réfléchir à la façon dont le monde scientifique peut et doit les aborder et à discuter de l'évolution nécessaire des approches scientifiques pour répondre efficacement aux enjeux climatiques des 20 prochaines années. Pas de pression, mais on attend que tout soit réglé dans les prochaines 80 minutes maintenant que j'ai parlé aussi. Et j'ai bouffé du temps. La première question que je vais poser, ça va être pour toutes les panélistes. Donc, une question un peu ouverte, je vais vous laisser lever la main. Et après ça, je vais poser une question à chaque panéliste, un peu plus de façon ciblée et pas du tout improvisée. Sauf pour Thomas, je vous le dis. Première question, depuis 2006, avons-nous, c'est une question provocatrice, c'est ça l'idée, avons-nous réellement transformé notre façon de faire, de penser et de gérer les risques naturels ou avons-nous surtout raffiné nos modèles sans changer nos pratiques? L'évolution des concepts de risque, d'adaptation, de résilience et de vulnérabilité marque-t-elle un véritable changement de paradigme ou un simple glissement sémantique? Oui. Non, non, Oui ou non?
on peut élaborer davantage. Qui veut commencer? On peut aussi discuter le match de hockey qui est Thomas. Moi, je peux commencer. Ça va être davantage en lien avec, parce que tu as énoncé beaucoup de composants en vulnérabilité. Je vais peut-être y aller plus moi avec la notion de cartographie parce que j'ai été impliqué dans la cartographie davantage. Avec les réflexions là, qui ont suivi les inondations de 2017-2019, puis Infocru, il y a eu plusieurs changements dans la façon de faire les cartes. Puis je vais peut-être les mentionner rapidement pour vous montrer qu'il y a eu une amélioration. Enfin, une amélioration, un développement, puis peut-être dans certaines cartes, il y a un changement de paradigme. On peut des fois déplorer que ça s'est fait lentement, mais ça s'est fait. Par exemple, pour la cartographie des zones inondables, peut-être rappeler des changements majeurs par rapport aux anciennes cartes qui existaient, où on avait du 20 ans, 100 ans. Là, maintenant, dans les nouvelles cartes, puis l'intégration d'une la troisième PDA, donc pas le dépassement annuel, donc troisième référence, 350 ans. Ça, c'est à mon sens, un changement important parce qu'on rajoute une zone qui peut être ignorée, qui n'était pas avant. Il y a un autre changement important, c'est celui de l'intégration, de la considération des changements climatiques dans le débit utilisé pour faire la cartographie. Il y a plusieurs façons d'intégrer les changements climatiques. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser la classe hydroclimatique ou les projections à mesure où c'est une estimation qui est disponible. Donc, l'intégration dans les cartes avec des PDA de 0,3, 1 et 5 des projections de changement climatique. Ça, c'est une intégration importante. L'autre changement, c'est la façon de représenter les cartes. Alors, on avait avant des cartes fort courant, faible courant. Là, maintenant, on parle de matrice qui intègre une nouvelle composante de l'innovation qui est l'épaisseur. Donc, l'épaisseur avec les fréquences amène à des matrices, donc notre intensité variable. Ça, c'est un changement de paradigme, je pense, dans le son, enfin, de cartographie, parce qu'on rajoute une composante de l'ADN. Ça permet de raffiner les cartographies, puis de nuancer davantage, en fait, les contraintes à l'aménagement pour les citoyens et citoyennes. Fait que ça, c'est un avantage. Fait que ça, c'est tout. Ah, puis l'autre changement majeur, à mon sens, c'est la cartographie qui est dite plus territoriale. Avant, on faisait des cartographies qui étaient très fragmentées dans des tronçons, avec des modèles qui, en amont et en aval, qui n'utilisaient pas nécessairement les mêmes débits, les mêmes méthodes. Là, maintenant, il y a cette idée d'une cartographie le long des corridors fluviaux. Et pour ça, il y a dû avoir des développements à la fois dans les méthodes hydrauliques de cartographie pour faire ce qu'on appelle la cartographie à effort modéré, donc dans lequel on estime la batterie. Et ça, ça permet donc de faire de cartographie sur des corridors fluviaux assez longs. Et ça, c'est un changement. Et à ça est associé des recommandations pour homogénéiser la méthode. Donc, pour la cartographie des zones inondables, il y a donc eu des réflexions qui ont mené à des innovations, puis à des changements de paradigme pour la représentation. Puis, je rajouterais deux choses, si tu me permets. Il y a aussi eu des développements je regarde Zoé, sur l'intégration des embarques de glace. On travaille avec des collègues à l'Université de Sherbrooke. Il y a peut-être deux innovations. Il y en a une, puis Zoé avait présenté l'année dernière, l'intégration des connaissances. Comment on peut davantage intégrer les connaissances des citoyens et citoyennes, des aménagistes, des gestionnaires de cours d'eau, puis comment on peut proposer une méthode pour les intégrer de manière plus rigoureuse. C'est ce que Zoé nous a présenté l'année dernière. C'est disponible en ligne, je pense que c'est présent. Puis l'autre innovation, c'est avec l'équipe de Mélanie Trudel pour la cartographie stochastique des zones inondables dans nos embarques de glace. Et ça chemine tranquillement vers une intégration aussi Et finalement, la troisième innovation, c'est l'intégration de la mobilité. On a eu des belles conférences tantôt. Je pense qu'il y a une question qui est destinée en tantôt, donc j'en dirai pas plus. C'est super. Merci beaucoup, Thomas. Tu as beaucoup parlé de la cartographie. Il y a beaucoup de discussions autour de la cartographie des inondations actuellement ici au Québec. Il y a beaucoup d'implications
Tu en as mentionné plusieurs. Est-ce que Philippe Manel, tu voudrais toucher à ce sujet avec un regard vers le passé? Un regard très terrain. Et un regard où on utilise des modèles et un système de simulation. En fait, moi, quand j'ai rejoint l'équipe de la ville de Laval, j'étais agréablement surprise parce qu'on a ce qu'on appelle un modèle, un logiciel maison. Donc, il a été développé. Et d'ailleurs, je veux saluer mon collègue Gaëtan Dussault. Et euh, donc, l'équipe de la géomatique et l'ingénierie de la ville de Laval, qui utilise les débits. Donc, considérant que nous avons la rivière des Prairies et la rivière des Mille-Îles, donc chacune elle a un type de débit différent. Donc, en faisant évaluer les débits, on a des cartes qui nous donnent l'étendue de l'eau, où est-ce qu'elle va aller sur le terrain. Donc, on fait nos propres simulations au moment de la crue et puis les décisions sont prises au fil de l'évolution des débits, au fil de l'évolution de la quantité d'eau qu'on va recevoir sur notre territoire et nos mesures sont adaptées au jour le jour. C'est pour ça qu'on parle d'une gestion dynamique de la crue. Donc, on n'a pas un système où on arrive, on a la crue, puis on a des... Non, nos mesures sont adaptées selon l'évolution des niveaux des rivières, selon les précipitations. Donc, on prend en considération, il y a pluie, il n'y a pas pluie, la rivière, elle avance, elle recule. On a ces zones-là. Donc, c'est un calcul très hydrodynamique qui prend en considération aussi nos quartiers les plus vulnérables, les zones qui sont plus avec des niveaux de terrain différents. Donc, non, je trouve qu'on a tellement avancé. On est passé de la petite carte accrochée au mur, où on dit ça c'est la zone 20, ça c'est la zone 2, à une carte vraiment dynamique qui évolue. Chaque matin, on arrive, et on a le chef d'orchestre Vanessa qui dit ici le débit là, l'eau elle va aller ici. Donc, c'est toute une équipe en collaboration avec les travaux publics qui, eux, ils prennent les mesures, ils vont déployer des mesures de protection sur le terrain. Donc, on est passé, comme j'ai dit, de la carte statique à une gestion dynamique en fonction surtout des débits, des données météorologiques, de toute une... Et puis aussi de l'exposition de nos propriétés, parce que parfois, il y a des maisons qui sont exposées, qui ne sont pas exposées. S'il y a des maisons qui ont des coupures d'électricité, les pompes arrêtent de fonctionner, là, les services de terrain vont aller porter secours. Donc, c'est une gestion dynamique. Ça, c'est ce qu'on vit là-bas. C'est super, merci beaucoup. Tu as bien fait de toucher sur plusieurs aspects de la conversation que je veux avoir. Tu as parlé de cette vision statique, la carte sur le mur. J'aimerais peut-être, Philippe, si tu peux élaborer un peu. 20 ans, c'est beaucoup. Je connais mieux l'impact des 10 ans de recherche faite par le Réseau intersectoriel d'inondation du Québec. Qu'est-ce que tu vois en termes d'évolution Alors, durant ces années? je vais remonter dans l'atmosphère, puis après ça, on va redescendre sur le sol, puis je mettrai à la table à mes collègues Mylène et Nathalie. 2006, j'étais d'ailleurs à l'époque en environnement. On parlait de choses, effectivement, sur les désastres naturels au Québec, et puis le colloque qu'on fait au 20e anniversaire marque aussi une étape. Donc, très belle aperçu ici, Thomas, et je regardais tout à l'heure, mais on va regarder évidemment si ça vient du risque ou pas. Il y a une chose qui m'apparaît claire, c'est qu'on voit une augmentation évidemment des sujets abordés reliés aux inondations. Est-ce que c'est le risque? Est-ce que c'est parce qu'on en a beaucoup? Manel en a parlé tout à l'heure. Une chose qui est sûre, c'est qu'en 2006, enfin au cours des 20 dernières années, on voit une augmentation de la rapidité avec laquelle le changement climatique se produit, en particulier dans les régions nordiques comme le Québec, en particulier dans les inondations évidemment de type qu'on a ici. Bon, vous le savez, on a un certain nombre de phénomènes de risques naturels qui sont propres au Canada, notamment compte tenu du climat froid qu'on a. Nous avons les inondations qui durent le plus longtemps au monde, parmi les records de durée. Inondations que moi j'ai vécues personnellement dans Richelieu, 60 jours. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui connaissent des inondations d'une telle durée. On a aussi une modification majeure, je vais parler de la rapidité, mais on voit à quel point, par exemple, les outils de prévision ont beaucoup
se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années, mais il reste énormément de travail à faire. Tu vas parler d'innovation tout à l'heure, mais dans le domaine météo, le changement climatique, en 2006, on était dans le 3e rapport du GIEC. Parmi d'ailleurs les gens avec qui je travaillais environnemental, plusieurs ont été à ce rapport-là. Et on commençait à parler progressivement d'ailleurs de résilience, et ça a mis la table au sein du groupe du GIEC. 6 ans plus tard, après 2006, en 2012, du premier rapport du GIEC qui a marqué l'histoire de tout le reste en fait du développement de l'analyse des phénomènes extrêmes. Ce rapport-là, en 2012, a posé les bases parce que c'est la première fois, à ma connaissance, connaissance de ceux qui travaillent dans le domaine, encore une fois, du climat, on parlait notamment de vulnérabilité, d'exposition. Ce domaine des risques est rentré progressivement dans les concepts du GIEC. Le rapport de 2012 qui parle explicitement de la gestion justement des risques face aux phénomènes extrêmes a posé les bases. À partir de là, d'ailleurs, le groupe des Nations Unies sur la réduction du risque de désastre, qui s'appelait la stratégie de réduction du risque de désastre, peu importe, s'est mis en place et ça a été suite à une réflexion que le GIEC s'est fait. Après ça, on a vu le développement à travers le monde de certain nombre d'outils de prévision météorologique et des résolutions beaucoup plus fines qui permettaient de reproduire certains phénomènes qu'on ne pouvait pas reproduire. Aujourd'hui, d'ailleurs, au Centre Pesquer, on est rendu à la 6e version du modèle régional du climat qu'on développe, basé sur le modèle de prévision d'environnement Canada. 6e génération, ça veut dire qu'on avait commencé dans les années d'ailleurs 90 pour commencer à développer la première version du modèle. Uranus en a bénéficié aussi à plusieurs reprises. On est rendu à la 6e version. Pourquoi? On nous tente de faire du développement, pas uniquement parce qu'on a besoin de faire du développement, mais parce qu'on ne pouvait pas, tant qu'on n'avait pas les résolutions actuellement disponibles, résoudre des phénomènes et parler de certains types d'extrêmes qu'on n'avait pas encore envisagés, notamment reliés aux précipitations diluviennes. On commence à peine à avoir des outils de prévision à la fois à l'échelle météorologique, mais aussi à l'échelle climatique pour être capable de faire ça. Ça prend des modèles sans rentrer dans le détail qui permettent de reproduire de façon explicite les cellules orageuses ou les phénomènes convectifs de réseau-échelle qui sont capables de générer justement ces précipitations diluviennes. Donc, il y a eu beaucoup de développement, oui, mais on a encore besoin de développer certains outils pour reproduire certains phénomènes. Je vais rajouter 2 minutes avant de passer la parole à Mylène et à Nathalie. C'est qu'avec ces outils-là, ça nous permet justement de rentrer un peu plus dans la notion de capacité à gérer les risques à court terme. Pourquoi? Parce qu'on travaille à des échelles de plus en plus fines qui permettent de tenir compte des phénomènes d'exposition, oui, mais des caractéristiques de vulnérabilité. Pour la première fois depuis, je dirais, une dizaine d'années que ça a été développé à l'échelle globale, Environnement Canada, en novembre dernier, vient de développer un système d'alerte basé sur les impacts. Où là, on fait la prévision météorologique, on s'occupe des conséquences sur le territoire, on commence à non seulement avoir l'information, évidemment, c'est quoi les impacts aussi sur le territoire, mais de pouvoir travailler des échelles qui sont appropriées, évidemment, à des échelles locales ou à des échelles de bassin. Je terminerai aussi pour dire que cette capacité de modélisation ne va pas évidemment sans contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons au Canada le plus faible réseau d'observation au monde. Même la Russie, sur son territoire gigantesque, a plus de stations météorologiques, je ne connais pas les stations météorologiques, mais météorologiques, pour comparer les données. Et ça, c'est un enjeu, encore une fois, parce que comment valider, évidemment, notre modèle, dans le aussi longtemps qu'évidemment, une très faible couverture de données sur le territoire. Donc, ça reste un enjeu. Alors, pour progressivement donner la parole à Mylène et à Nathalie, ce que je viens de dire, c'est que cette capacité à bien reproduire certains phénomènes va nous permettre progressivement de rentrer un petit peu plus dans certaines capacités à gérer les risques, encore une fois, compte tenu des échelles de phénomènes qui sont en train de se produire. Et aussi, vraiment, je vais terminer là-dessus,
On voit des phénomènes dans certaines régions qu'on n'avait jamais vus avant. Je donne un exemple et je vais vraiment m'arrêter là. Il s'est produit des orages à 82 degrés de latitude nord. En l'île d'Ellesmere, on ne voit jamais. Il n'y a pas des orages avec de la grêle dans ces latitudes. On voit des phénomènes de plus en plus qui se produisent, non seulement à des échelles fines, oui, mais dans des endroits qu'on n'avait pas vu, pas observé pour des dernières décennies. Philippe, dans ton discours, tu as évoqué en fait les rapports GIEC qui ont évolué depuis le premier rapport pour prendre en compte les aspects des impacts sur les habitantes, les personnes habitantes des territoires partout au monde. Donc, non seulement une compréhension des risques, l'impact des changements climatiques, mais aussi les conséquences sur les populations. On parle beaucoup plus des concepts de vulnérabilité et de résilience. On pense aussi à l'adaptation sur le territoire, aux différentes réactions. Je me pose la question, mais c'est pas pour moi en vérité. Je regarde Nathalie un peu. En termes de la recherche que toi-même tu as fait et peut-être avec tes collègues, en tant que les impacts sur les populations, les répondants, aussi les différentes réponses en rétablissement, quelles sont les évolutions que toi et vous, en termes de oui, vos collègues, vous avez remarquées depuis 2006, en commençant avec le 1er janvier? Est-ce que je peux répondre encore? Oui. Merci. Donc, En fait, je vais sortir un peu de ta question pour ensuite y revenir, Stéphane, parce que contrairement à notre collègue qui a présenté tout à l'heure en 2006, j'étais née. Par contre, je ne travaillais pas déjà sur la... En fait, moi, j'ai fait l'ensemble de ma scolarité en travail social. Je tiens à le souligner parce que pour moi, un des éléments importants, c'est d'aborder les répercussions, les conséquences des changements climatiques d'un point de vue multi-interdisciplinaire et multi-intersectoriel. Je disais à des collègues là, aussi qui ont présenté tantôt, je soulignais leur capacité de vulgarisation parce que moi, comprendre ce que vous avez expliqué tantôt, en fait, quand j'ai fait mon bac en travail social, personne ne m'a jamais parlé de bassin versant, je vous dis. Là. Alors que là, vous avez été capable tout à l'heure avec votre présentation de m'aider à comprendre des phénomènes qui, moi, m'aident ensuite à comprendre les répercussions sur les gens. C'est pas toujours un travail facile parce que je faisais allusion tout à l'heure au fait qu'on ne parle pas tous et toutes le même langage. Des fois, on a l'impression qu'on se comprend, là, comme par exemple, si quelqu'un un jour peut vraiment m'expliquer ce que tout le monde entend par résilience, je trouverais ça intéressant. La même chose pour rétablissement, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pour moi, une des évolutions importantes depuis que je suis arrivée à m'intéresser entre autres aux inondations, c'est le fait de vraiment regarder le phénomène de différents points de vue. Puis ça, c'est très, très riche, malgré les défis que ça cause. Mylène peut aussi réagir. Oui, j'aimerais réagir parce que moi aussi, je suis nouvelle dans le domaine. Donc, ma formation au bac est en géographie. Ensuite, je me suis spécialisée en santé publique. Retour en géographie. J'ai occupé des postes dans des facultés de médecine et dans des facultés des sciences. Mon point d'ancrage, c'est l'environnement et la santé. Au fil des années, c'est devenu le logement et la santé. Et jusqu'à très récemment, je disais non, je ne suis pas une chercheure sur les changements climatiques. Mais bon, bien malgré moi, je me retrouve dans des panels comme aujourd'hui. Mais pas bien malgré moi, mais dans le fond, c'est que ma réticence à m'identifier comme telle, c'est que je ne maîtrise pas le jargon et je ne veux pas le maîtriser parce que je le trouve très dogmatique. En santé publique, vulnérabilité, c'est un mot qui est stigmatisant, c'est un mot qu'on n'utilise pas. Je me retrouve à devoir justifier parfois que les populations
C'est ça, on pense de vulnérabilité, exposition, risque, territoire, tous les termes imposés, si on veut, par le GIEC qu'on retrouve dans les politiques et dans les appels à projets. C'est très, très dogmatique et moi, je ne comprends pas un ménage qui est en situation de faible revenu ou de revenu modeste, qui habite dans un logement inadéquat, qui est une passoire thermique, qui combine peut-être une faible scolarité des membres du ménage, des problèmes de santé chronique, tout ça est relié. Et de les départager entre, il a fallu que je l'écrive, exposition, sensibilité et adaptation, pour moi, de mettre ces termes-là dans des boîtes différentes avec la vulnérabilité, j'ai énormément de difficultés à faire ça parce que c'est pas comme ça que je réfléchis d'une perspective de justice sociale, de justice environnementale. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les populations autochtones, notamment nordiques, à travers ma carrière. J'ai été dans des groupes de réflexion autour du mot résilience. Il y a un article qui est sorti dans International Journal of Circumpolar Health, un atelier de réflexion sur l'utilisation du mot résilience qui n'est pas apprécié comme vulnérabilité. Donc, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Donc, l'article suggérait d'utiliser thriving, parce que, donc, florissant. Résiliente, c'est t'es là, t'endures, tu continues. Ça véhicule une image. C'est pas dans l'action, c'est t'endures, puis tu continues. Donc, moi, c'est ce qui me confronte au domaine. C'est là, donc, est-ce que c'est un glissement sémantique? Est-ce que je ne pourrais pas répondre, mais l'importance d'avoir un langage commun, d'être ouvert aux perspectives des autres. À chaque fois que vous parlez de mobilité, moi, je pense au transport. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se retrouver dans des espaces comme ça, mais de prendre le temps de dire, OK, ben moi, quand je pense à précarité ou précarité énergétique, ou quand je parle du logement, ou quand je parle du chez-soi, l'importance du chez-soi dans le contexte des événements météorologiques extrêmes quand les populations sont relocalisées de façon définitive ou temporaire, super important, mais ce n'est pas tout le monde qui partage les mêmes chaînes de référence. Quand on s'assoit ensemble, puis une mixité de disciplines, de secteurs, ça vient avec soi une mixité de concepts, mais d'épistémologie. On a différentes façons d'approcher la science. Et parfois, il y a des équipes ou des groupes qui vont chercher un langage commun, d'autres qui vont accepter la richesse d'avoir une variété de définitions ou une variété de concepts et d'approches de les mesurer, que ce soit en parlant comme un terme comme résilience qui peut à la fois être vraiment quantifié et mesuré et à la fois être métaphore. Donc, discuter de façon plus ouverte ou même développer de nouveaux concepts qui viennent plutôt des communautés et des études de cas recherchées. On va avancer dans cette richesse, puis je vais aller, là, je vais faire le tour de table en visant, en ciblant des questions aussi. Et j'ai noté dans le clavardage une question sur les feux de forêt. On va ouvrir un peu sur les approches multi-aléas, en sachant qu'aujourd'hui, on a eu plusieurs présentations sur l'hydromorphologie et par hasard, c'est un hydromorphologiste et hydrométéorologiste qui sont sur le panel, mais on ne va pas trop rentrer dans les feux de forêt, mais on va rentrer dans cette concept. On a entendu les risques combinés, qui est quand même une question, puis quelque chose qui nous engage beaucoup. Thomas, nous avons évoqué les bons et les moins bons coups des 2 dernières décennies. Quels sont aujourd'hui les principaux défis dans la compréhension des risques liés à l'eau?
et la mobilité des rivières et comment devrait-il être intégré dans les stratégies de résilience ou de réduction des risques, en particulier par les acteurs locaux? Donc, on va prendre une pause de 10 minutes pour, pour l'écouter pour les prochaines 3 heures. Et après ça, on attendra la publication scientifique. Oui, c'est bon. Bon, il y a beaucoup d'éléments dans ta question, hein? C'est bon? Je ne parlerai pas de tout. Non, ça va, C'est bon. c'est quand tu fais on board. Je vais peut-être commencer par évoquer des défis qui vont apparaître en lien avec la mobilité. Je pense que je ne ferai pas un aussi bon travail que ce que Maxime, Audrey et Jamie ont fait parce qu'il y a des illustrations là, pour permettre de comprendre tout ça. Mais je reviendrai sur 3 points importants en lien avec les défis qui vont apparaître avec la mobilité. D'abord, ben, je veux souligner que, tantôt je l'ai mentionné, que c'est une intégration, c'est une nouveauté là, de considérer la mobilité dans la cartographie pour l'aménagement du territoire, essentiellement, donc pour diminuer la construction du risque, par des constructions dans des endroits qui risquent de il y a aussi un élément là, avec la mobilité, moins dans un cas de ce qui est précisé. Sur les risques, c'est la composante bénéfique de l'érosion de la mobilité en termes de système de services écosystémiques. Je n'irai pas là, je vais peut-être aller plus sur les trois enjeux que je vois. Le premier, c'est la compréhension des processus liés à la mobilité. Puis on décline souvent la mobilité, puis Audrey, Maxime l'ont fait, Janine aussi, la mobilité latérale, la mobilité verticale, la mobilité latérale, identifiée sous processus, migration latérale, adoption, élargissement, puis verticale, incision et dégradation. Je pense qu'il reste encore du travail à faire pour mieux comprendre ces processus et les facteurs qui les contrôlent. Et je pense aussi qu'il y a des fois un danger à les séparer les uns des autres. Donc, il y a un défi d'intégrer davantage l'interaction entre ces processus dans notre compréhension. Comment la présence d'une adoption modifie la migration latérale, par exemple. Comment la migration latérale et l'incision peuvent être provoquer d'autres mobilités ailleurs. Fait que ça, c'est un défi donc, de continuer à mieux comprendre ce type de mobilité, mais aussi passer du temps pour essayer de mieux comprendre l'interaction entre ces mobilités. Puis à partir du moment où on comprend mieux cette mobilité-là, dans ce premier point-là, il y a la cartographie de ces processus. Le deuxième élément, ça a été mentionné déjà par Maxime, c'est la non-linéarité des phénomènes. Comment on les représente, ça va, on les représente, mais comment on les considère. Puis il y a plusieurs facteurs qui jouent sur la non-linéarité. Maxime en a mentionné. Bon, il y a notamment les changements climatiques. Les changements, l'évolution du débit dans le temps, ça il y en a d'autres, ça a été mentionné aussi, puis Jamie l'a mentionné, là, sur les cartes de dépôt de surface, par exemple, contre la nature des sols, à la présence de terrasses, comment on peut intégrer ça pour expliquer la non-linéarité des processus de migration latérale, notamment, particulièrement. Il y en a d'autres, puis l'enrochement, encore une fois, le 101, l'anthropisation, c'est un élément qui joue sur la non-linéarité, et finalement, les interactions. C'est sûr que les interactions entre les mobilités jouent sur la non-linéarité. Ça, c'est dans ma tête, c'est le deuxième défi. Puis nous, on s'attarde à ce défi-là dans le développement des méthodes qu'on fait pour la cartographie de mobilité. Donc, comment représenter dans un premier temps cette non-linéarité-là, la quantifier, puis ensuite comment l'intégrer, faire des propositions d'intégration. Le troisième point, c'en est un de communication. Le troisième défi. On se rend compte que les termes et les choix de mots qu'on utilise maintenant pour la mobilité vont avoir des répercussions dans l'avenir, de la même manière que pour la cartographie des zones inondables, on utilisait pendant longtemps, pendant 20 ans, 100 ans. Dans la rétrospective, on se rend compte que ça, dans le public, dans les citoyens, ça a amené une mauvaise perception de je suis inondé cette année, je ne le serai pas pendant 20 ans. Ça fait qu'on est à l'étape pour la mobilité, parce que ce n'est pas encore présent.
c'est présent dans le guide méthodologique, mais dans la législation, on a encore le temps de choisir les bons mots qui vont perdurer et qui ne généreront pas des mauvaises compréhensions, des mauvaises interprétations. Il y a un défi de communication qui est présent. C'est stimulant pour nous. On a souvent des discussions sur les termes à utiliser, la façon de représenter. Je donne un exemple rapide là, sur la mobilité. On fait des rapports là, pour la cartographie de la mobilité, puis on peut représenter, quand on a une rivière, on peut dire, OK, mais cette rivière-là, il y a le taux d'érosion, le MLAM qu'on mentionne, c'est 1,2 mètres. Donc, la migration latérale à l'île moyenne, c'est 1,2 mètres. C'est une façon de le présenter dans ce tronçon-là. Ou on peut dire, ben, dans ce tronçon-là, il y a 20 des berges qui ont une valeur plus élevée que 0,2. Il y a 25% qui ont une valeur plus élevée que 0,5 avec des seuils. Puis c'est deux façons très différentes de présenter l'information. Et dans nos rapports, pour l'instant, on met les deux, mais avec le ministère, on pose des questions à savoir quelle serait la meilleure façon de le représenter. C'est là le troisième défi donc, pour nous, la mobilité. Comment on communique adéquatement ce qu'on comprend et ce qu'on développe. Et ça aura des répercussions pour les acteurs. La question, il y avait comment ça se répercute. Les acteurs, je pense qu'au niveau de la communication, les trois, en fait, hein, les trois jouent dans l'acceptabilité de l'intégration de ces nouvelles zones de mobilité. On va provenir beaucoup de notre capacité à l'expliquer clairement, puis à supporter avec des méthodes rigoureuses et qui représentent bien des phénomènes. Audrey l'a présenté tantôt avec la validation, c'est une composante importante qu'on essaie de mettre de l'avant, comment on peut valider. Moi, c'est les 3 points. J'ai peut-être manqué un élément dans ta question à la fin. Comment devrait-elle être intégrée dans les stratégies de résilience ou de réduction des risques en partie par les acteurs locaux? Ben, on peut pousser cette question à travers Philippe jusqu'à Manel, éventuellement, qui va certainement aider cette question. On a soulevé des enjeux, des avancements quand même, plusieurs, à la fois sur la connaissance, mais aussi dans la recherche, nos approches même, des défis aussi autour de communication, collaboration, en termes de langage, mais aussi de perspective, que ce soit entre chercheurs. Mais ça s'applique aussi entre décideurs, même aussi dans la communauté. Pour revenir ou bien remonter à l'atmosphère et là, revenir à la Terre, Philippe, les avancées en hydrométéorologie sont-elles suffisamment prises en compte dans les processus décisionnels ou opérationnels? Avons-nous besoin de mettre en place des approches systémiques et là, multi-aléas afin d'améliorer la compréhension et la gestion des risques naturels? Oui, celui-là. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée. Voilà. Ben, je vais prendre le dernier bout, multi-aléas, c'est fondamental. On va parler d'effets combinés, mais je vais revenir sur cette notion-là. Je vais évidemment pas trop rentrer dans mon vocabulaire de ma discipline. Ben, puis pourquoi oui, pour multi-aléas? En fait, je vois 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est, bon, on l'utilise de plus en plus, d'ailleurs souvent à mauvais escient, ce qu'on appelle les tipping points ou les points de bascule. Nous allons approcher d'un point de bascule. Encore une fois, dans nos régions, un exemple, la fonte du Cagelissa, la fonte de la Brasse. C'est un tipping point. Les environnements qui ne seront plus jamais comme ils ont été, en tous les cas pas historiquement, en tous les cas pas depuis qu'on les a, y compris depuis que les populations autochtones ont habité ce territoire-là après la fin de la dernière glaciation ou des échelles géologiques qui ne sont pas là. Ça c'est un enjeu. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on va voir des aléas, en fait des phénomènes qu'on n'a pas vus. Mais un des endroits
où les points de bascule sont parmi les plus importants, c'est encore une fois dans nos régions, pour plusieurs raisons climatologiques. Je ne rentre pas dans trop de détails, il y a la glace marine, le pH des sols, je vais en parler. Nous avons, à proximité de l'Amérique du Nord, la plus importante zone de formation d'eau profonde, ce qu'on appelle l'AMOC, l'Atlantic Meridional Oceanic Circulation, qui régule une bonne partie de la circulation en grande échelle dans l'océan, mais aussi le climat qu'il fait ici, le climat qu'il fait sur l'hémisphère. Ce point de bascule, l'AMOC, si jamais il devait être modifié, cette formation des eaux profondes va modifier de façon radicale à la fois le climat ici en Amérique du Nord, en Europe et sur une bonne partie de l'hémisphère. Il y a toutes sortes de spéculations en ce moment sur la mode, mais on sait que c'est un environnement particulièrement sensible à des changements à la fois de température, de salinité, puis aussi de conditions dans l'atmosphère. Bon. Donc, on a ces tipping points. Quand est-ce qu'on va les atteindre dans certains cas? Quand est-ce qu'on va basculer? Alors, cette notion de tipping point, de point de bascule, le GIEC, pour ceux qui ne sont pas familiarisés, en a fait une très belle, d'ailleurs, je le vulgarise dans mes cours en climatologie. Le climat est dans ce qu'on appelle un certain état, plus chaud, plus froid, glaciaire, interglaciaire. Puis quand on bascule dans un autre régime, on tombe dans une autre cuvette, mais jamais on retourne en arrière. C'est ça qui va les arriver, et c'est pour ça que le GIEC disait qu'il ne faut pas repasser sur 1,5 degrés. Non seulement on va avoir les risques augmentés, mais on risque de tomber dans un autre régime qui est complètement différent et irréversible. Ça, c'est un deuxième élément, relié à ces changements majeurs. On parle d'ailleurs de plus en plus de bouleversements ou de dérèglements climatiques, parce que cette rapidité avec laquelle nous allons atteindre le point de bascule, va engendrer des phénomènes combinés, ou ce qu'on appelle en bon français des compound effects. Donc des aléas, des extrêmes qui vont se combiner dans le temps. Et un des enjeux, et ça c'était la question d'ailleurs que tu avais, Thomas, je vais essayer de rapidement conclure après ça sur le troisième point, c'est la volatilité du régime hydrologique. Ces alternances, sécheresse, inondations, excès, pénurie d'eau, on les connaît déjà, on va parler d'ailleurs tout à l'heure sur... et un des exemples de ça, c'est les feux de forêt de grande envergure de 2023 qui ont affecté d'ouest en est au Canada et qui ont été à l'origine, évidemment, de superficie brûlée comme on n'avait jamais vu. Il faut vraiment remonter plus de 200 ans en arrière pour la partie québécoise pour voir des feux de forêt d'une telle envergure, alors qu'on n'était pas là, évidemment, cette population, évidemment, n'était pas là. Mais surtout, on voit les phénomènes de sécheresse s'amplifier avec des vagues de chaleur qui sont à l'origine justement de phénomènes comme les feux de forêt, mais aussi d'alternance après ça très marquée de fortes précipitations. Ça, c'est un... On l'a vu en Californie, où ils ont eu vraiment des stabilités extrêmes en termes de sécheresse. D'un seul coup, on passe dans un autre régime extrêmement humide, ben, il n'arrête pas de pleuvoir. Bon, ça, c'est des événements qui vont nous marquer, et un des endroits où cette volatilité est la plus importante sur l'hémisphère nord, c'est le Québec. Pour les raisons climatiques, géographiques, de présence de masse d'eau et de volatilité naturelle qui est là dans notre système, qui est en train d'être amplifié avec les changements qu'on connaît, à la fois dans les bassins océaniques, comme la baie du Son, même la le Nord, etc. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et je terminerai pour dire que comment transférer ça, je regarde Manel, sur les aspects opérationnels. Comment faire de la prévision, de l'anticipation, une réalité opérationnelle? J'ai expliqué ça au nouveau ministère de la Sécurité publique qui s'appelle le ministère de la Sécurité intérieure, en disant, ben, peut-être, c'est peut-être rendu le temps où nous, quand on fait du développement, c'est vrai pour Étienne, c'est vrai pour Thomas, c'est vrai pour tous les collègues qui travaillent en hydrométéo ou dans certains endroits, on fait du développement, mais on devrait être peut-être un peu plus capable de nous passer certaines choses en développement pour vous aider à regarder qu'est-ce qui fonctionne en mode opérationnel. On est rendu là. Parce que cette rapidité avec laquelle le changement climatique est en train de s'opérer,
nécessite aussi de changer nos façons de faire, mais aussi augmenter cette capacité à transférer les connaissances, les outils d'un point de vue opération. Et vraiment, et je vais vraiment terminer là-dessus, j'ai un vœu que le centre des opérations gouvernementales qui est là au Québec devrait bénéficier un peu plus du développement qui est fait au niveau universitaire, parce que ce sont nous qui développons la majeure partie des connaissances par les étudiants, les postdocs, etc. C'est normal, ça fait partie de notre job comme prof. Mais on est rendu peut-être à une étape où on devrait être capable de peut-être plus rapidement tester ou faire du développement d'une réalité dans les aspects opérationnels. C'est vrai d'ailleurs pour les services météorologiques en environnemental. C'est vrai pour tous les autres domaines qui nécessitent de prendre les meilleurs outils ou les meilleures connaissances à jour pour être capable de les mettre en opération. Voilà. Ça fait 2 ans que je travaille avec Philippe, donc je ne suis pas surpris que, un, il m'a arraché le rôle de modérateur et il m'a posé la question que je voulais poser à Manel. Et deux, qu'il déclenche une crise d'éco-anxiété quand je suis là devant plein de gens, mais c'est correct. Je vais me gérer, mais prochainement, il faudrait qu'on ait un appui psychosocial dans le corridor au cas où on a un peu de difficulté à passer à travers le panel sans avoir des émotions fortes. Manel, effectivement, Philippe l'a posé la question, je peux la répéter dans d'autres mots, mais c'est quand même clair. Avec les impacts bien réels sur les villes, on a parlé aujourd'hui au sein des bassins versants du Québec, du point de vue de la sécurité du civil et de la résilience des milieux de vie et des populations. Tu nous as montré les événements rouges qui s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Philippe l'a mentionné, toi tu l'as mentionné dans ta présentation, il y a la partie résilience, il y a la partie urgence, il y a les crises et les moments de paix. Comment allez-vous les gérer? Quels sont les besoins prioritaires en termes de préparation et de prévention ou autres afin de mieux répondre aux risques naturels à venir à l'échelle locale? Pas que naturel. Tu as la parole. Merci pour la question et merci Philippe. Jargon de soccer, on appelle ça, il m'a fait la passe. Donc, moi, je vais commencer par mon expérience du risque où je suis en train de revivre le même problème de le jargon unique. Ou bien on veut parler on veut avoir une discussion avec les mêmes terminologies. Quand tu dis mobilité, tu penses au transport. Ouais. Et c'est toujours l'actualité en sécurité civile. Parce que lorsqu'on gère un événement, on travaille avec des missions qui proviennent de divisions et de directions vraiment variées. Puis de parler avec quelqu'un des finances, c'est pas parler avec quelqu'un des ressources humaines, c'est pas comme parler avec quelqu'un des travaux publics, c'est pas parler avec la police, le 911. Donc, chaque direction, ils arrivent avec leur propre jargon. Et quand le 911, il dit, moi, j'ai reçu 9 fiches, ce que ça veut dire pour moi, tu vois, 9 appels, 9... Donc, tout ça, ça fait en sorte que cette interdisciplinarité ou cette intersectorialité, elle a fait en sorte qu'on est devenu une sorte de... Et ça nous a poussé à devenir plus holistique dans nos approches de gestion, de compréhension, de sortir de nos silos, de ma spécialité, Moi, je me rappelle, j'ai un cousin médecin qui est spécialiste en néphrologie. Le néphron, c'est un élément très petit à l'intérieur du rein. Donc, lui, il est spécialiste vraiment dans un truc cellulaire, non, c'est-à-dire on est plus interdisciplinaire, ultra large et en sécurité civile surtout, c'est ça l'enjeu principal. Merci Philippe d'avoir parlé de Environnement, Changement climatique Canada qui nous ont sorti de beaux tableaux avec des seuils bien clairs parce qu'au niveau opérationnel, pour les municipalités, on a besoin d'un seuil, c'est-à-dire tu déclenches l'alerte lorsque ça dépasse 70 km/h, par exemple. Là, ces tableaux ont disparu, on ne sait pas pourquoi, peut-être un peu d'informatique. Et là, on se base sur des répercussions ou des résultats sur le terrain alors que ça ne nous aide pas nous, en tant que municipalité, pour prendre des décisions très opérationnelles et pour aussi guider les citoyens.
Au BRM, on utilise le code couleur depuis des années, 2 ou 3 années. Environnement, changement climatique, ils viennent de l'adopter dernièrement. Wow, une chance. Donc, on commence à évoluer au niveau de cette façon de unifier le langage et de se comprendre tout le monde. Les codes couleurs, jaune, orange et rouge, ça facilite beaucoup la lecture pour nous, en tant qu'organisation, à communiquer avec les citoyens, mais aussi à ce que les citoyens se sentent prêts. Donc, par rapport à la prévention, je vais utiliser le même modèle 3 points, aussi le modèle des 3 points. Donc, de la prévention physique, il faut arrêter de se battre contre la nature, arrêter de se battre contre les aléas et faire avec les cours d'eau, faire avec les aléas comme au Japon, où ils ont fait avec l'aléa sismique. OK, on construit des bâtiments qui s'adaptent à cet événement-là. Faire de la prévention décisionnelle aussi, ce décloisonnement de la décision et prendre une décision plus globalisante et englobante et inclusive. Faire aussi de la culture du risque une culture citoyenne. Il faut arrêter d'avoir peur de prendre des risques. Tous les citoyens, ils ont peur, je ne veux pas prendre des risques. Oui, mais il faut arrêter d'avoir peur. À un certain moment, il y a une décision à prendre, on la prend. Je prends la décision, il y a un risque qui va venir avec, puis on va gérer les répercussions. Donc, inculquer cette culture de risque-là au niveau gouvernemental, au niveau de toute la population, afin que tous en soient plus résilients et surtout inclure toutes les catégories sociales, c'est-à-dire ne pas compter sur la municipalité qui va nous aider, ne pas compter sur le gouvernement qui va venir en aide, être nous-mêmes aussi autonomes en tant que citoyens, en tant que quartier, en tant que communauté, afin de pouvoir nous tous s'entraider. J'espère que vous avez répondu. Très bien. Et en fait, en t'écoutant, j'envisageais les cartes mentales qu'on avait développées durant l'atelier de Mylène et de son équipe, où on tentait de tout dire avec des dessins, mais en vous écoutant, en fait, ça enrichit en fait ces réflexions. Et donc, Mylène, je vais passer un peu à la prochaine question. À toi, considérant l'interconnexion entre les multiples risques naturels, l'exposition différenciée des populations québécoises, quelles sont les priorités à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité, l'exposition en regardant un peu le questionnement en fait de ce projet que vous avez, on était inclus dans vos réflexions. Euh, Peut-être les hypothèses ou les pistes de questionnement, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous cherchez à explorer dans ce projet, dans ce sens? En fait, on cherche à explorer ce qu'on ne connaît pas. Et Ça a du sens. oui, non, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Bon, ça fait du sens. Merci de dire oui, oui. Les jeunes, on a entendu la présentation d'Elfoulia ce matin. Les jeunes, on les entend très peu dans la sphère publique, dans la recherche. Des personnes en situation de handicap qui vivent avec des problèmes de santé chronique, des déficiences intellectuelles, on les voit très peu. Les impacts des événements météorologiques extrêmes, des pannes, des peuvent avoir des impacts drastiques sur leur quotidien. Comment on fait sens de tout ça? C'est un gros enjeu. Un des points sur lesquels je voulais rebondir, puis je pense que Stéphane, ça répond quand même un peu à ta question. Thomas parlait de comment on communique les informations qu'on produit. Tu as donné l'exemple, est-ce qu'on dit que c'est 12% ou si on dit que c'est 0,2%? Non, mais peu importe. Gardez en tête que 52% de la population québécoise âgée de 16 à 64 ans n'atteint pas le niveau de littératie 3, qui est un niveau où on comprend des textes longs
dense, où on est capable de faire sens de différentes informations, où les proportions deviennent difficiles à comprendre. Fait que réfléchir à des couleurs. Comment on est inclusif dans nos messages? Bon, ben 10% de la population ne différencie pas les couleurs. Utiliser des images, traduire en langue autre que le français et l'anglais, ce qui est impossible, sauf pour dans des situations d'urgence, c'est ce que j'ai compris, mais avec les nouvelles lois provinciales, c'est plus possible si on n'est pas dans des situations d'urgence. Donc, comment on rejoint les populations qui ont besoin d'être rejointes pour être sûr que personne n'est laissé derrière nous? Le programme de 72 heures plus, c'est pas tout le monde qui a les ressources financières pour s'assurer d'avoir 72 heures de nourriture à la maison. Donc, comment on fait pour s'assurer que ces personnes-là, que ces ménages-là sont reconnus, qu'on sait qui ils sont, où ils sont et qu'on sache comment les rejoindre dans des situations. C'est un peu ce qui motive le projet PAM, de voir, OK, ben, c'est pas juste, on ne doit pas seulement penser à l'intoxication au monoxyde de carbone, on doit penser aux banques alimentaires qui vont perdre toutes leurs ressources, aux ménages à faible revenu qui vont perdre ce qu'il y a dans le frigo, qui pourront tout remplacer aisément. On doit penser à la production alimentaire, on doit penser à la surcharge du réseau, à comment le réseau est rebranché après une panne. Donc, tout ça, ça vient en se parlant et en allant dans les communautés aussi. Donc, quelles sont nos hypothèses? Bon, l'équipe est composée de chercheurs en géographie de la santé, en données géospatiales, en système d'information géographique, en travail social, en santé publique. On sait un peu ce qui va ressortir déjà, mais de bien l'étayer et de bien le démontrer, de réfléchir collectivement à des solutions. C'est ça que j'espère, la contribution du projet dans 3 ans, parce que je rappelle, on est jour même pas un du projet. Donc, toujours pour moi. Ça me fait réfléchir en vous écoutant. En fait, je pense que c'était en 2007 que la publication de Karen O'Brien, Double Exposure, est sortie. Le terme double exposition aurait parlé de l'exposition à l'aléa, mais l'exposition aux conducteurs de vulnérabilité, donc les conducteurs sociopolitiques qui poussent la vulnérabilité, qui mettent les diverses populations en danger. Nathalie, la recherche sur les risques naturels a souvent été critiquée pour son emphase mise sur les aléas, au détriment des facteurs humains et de leurs impacts sur les populations les plus vulnérables. Comment la recherche a-t-elle répondu à ces critiques? On en a déjà parlé, là. Au cours des dernières décennies, et quels angles morts et nouvelles approches restent à explorer pour aller plus loin dans la réduction des conséquences sur les populations? Ben, merci Stéphane. D'abord, je voulais remercier Philippe aussi parce qu'avec l'exposé de comment ça va bien, nos collègues étudiants et étudiantes savent qu'ils vont avoir encore du travail pour plusieurs années. Donc, au moins, ça aura vu ça comme... Il y a toujours du positif. On a parlé de ça. Il y a encore regardé l'impact négatif, mais il y a un impact positif aussi. Oui, il y a plusieurs choses que je voudrais répondre, mais je pense que compte tenu du temps, on est tard dans la journée, puis ils ne sont pas confortables aux chaises. Alors, ce que je veux dire, c'est que mes prédécesseurs, là, je pense notamment à Daniel Maltais, ont vraiment contribué à faire reconnaître que, ben oui, il faut mesurer la profondeur des rivières, puis le lit qui vont... Je pense finalement. Mais qu'au-delà de tout ça, il y a des personnes, il y a des communautés qui vivent les conséquences. Fait que Daniel, avec d'autres collègues aussi, mais elle a beaucoup contribué à faire reconnaître qu'il y a des conséquences, notamment des inondations pour les personnes.
Là, moi, où j'en suis rendue, puis désolée, j'ai manqué ta présentation l'an dernier, mais là où j'en suis rendue maintenant, c'est de dire, OK, on a reconnu les humains, les personnes humaines pour considérer comment ils subissent les connaissances. Moi, maintenant, le travail que je suis en train de faire présentement, c'est de reconnaître les personnes humaines comme ayant des capacités aussi. Donc, actuellement, il y a des plans d'adaptation des territoires face aux inondations qui sont discutés dans les différentes MRC au Québec. Et moi, je suis en Outaouais, donc on a mis en place une antenne régionale du risque pour se rapprocher des besoins territoriaux des gens d'Outaouais. Et ces projets, ces comités adaptent inondation réunissent des experts pour faire l'évaluation des risques, proposer des solutions, les mettre en œuvre. Alors, ça fait 1 an et demi, moi, que je travaille pour dire aux gens, mais il faut aussi que les citoyens soient impliqués dans cette démarche pour qu'ils comprennent à quoi ils sont exposés, pour qu'ils nous transmettent les connaissances qu'ils et elles ont récoltées à force de vivre des expériences d'inondation. Là, je suis allée à une conférence de presse là, de citoyens il y a quelques semaines, là, des gens qui n'étaient pas contents de la gestion de la ville des inondations, qui disaient la ville, elle, c'est pas beaucoup adaptée, ils sont pas beaucoup meilleurs pour gérer les inondations. C'est nous, les citoyens, qui sommes meilleurs à les gérer. Bon, je pense qu'on peut nuancer parce que la ville de Gatineau a beaucoup adapté ses façons de faire. On peut regarder encore ce qu'il y a à améliorer. Mais dans le fond, ce que cette personne citoyenne nous disait, c'est que nous, on a appris là, en 2017, 2019, 2023. Fait qu'en 2026, on savait mieux quoi faire. Alors, moi, je pense que ces connaissances-là sont riches et qu'on doit les écouter. Donc, j'espère venir vous présenter l'année prochaine la première partie là, des comités d'experts citoyens sur les inondations qui vont contribuer à mieux comprendre les phénomènes d'inondation sur leur territoire et qui vont contribuer à regarder comment est-ce qu'on peut adapter le territoire aux inondations. J'avais envie de partager ça parce que je suis très excitée qu'après 1 an et demi, finalement, ça va aboutir, comme on dit. Puis l'autre chose que j'aurais envie de dire, j'en aurais eu plus, mais par rapport au fait que tu soulignais, Thomas, de dire, ben, il y a aussi, les rivières sont une source écosystémique. Je ne sais pas trop si tu l'as dit comme ça. On est un groupe de personnes en Outaouais où on s'est dit, on a été pas mal touchés en Outaouais dernièrement par les inondations, mais la rivière, ce n'est pas qu'un risque. Fait qu'on a décidé de commencer à essayer de regarder la rivière autrement. Je ne sais pas si vous connaissez l'Outaouais, mais il y a un endroit qui s'appelle la Petite Nation où on est en train de réfléchir en termes de biorégion. Donc, on est en train de réunir plusieurs acteurs du terrain, dont les citoyens et citoyennes, pour se réapprendre à voir la rivière comme une richesse, pas comme un risque. Et donc, tout notre projet là, de commencer à réfléchir autrement sur notre territoire, mieux comprendre notre territoire, ça se fait autour de la question du bassin versant. Fait que ça aussi, c'est vraiment excitant, là, puis ça me sort un peu de toujours regarder les rivières comme étant des éléments de risque. Là, on est en train de se réapproprier la rivière pour les services qu'elle nous amène, autant comme personne humaine, mais aussi pour la faune, la flore. Donc, on s'est associé avec des personnes autochtones qui nous aident à redécouvrir le territoire autrement, qui nous apprend à lire le territoire. Donc, quand j'ai d'abord amené avec moi des personnes étudiantes en travail social dans une FUSON, une fiduciarité sociale agroalimentaire, et que leur travail de fin de session, ça consistait à dire comment en travail social, c'est important d'apprendre à se réapproprier le territoire. C'était assez intéressant. Donc, voilà. Et merci parce que, en fait, tu soulèves tellement l'importance d'une diversité de perspectives, de richesse d'expérience. Il peut que ouvrir les dialogues et en se soutenant de la présentation de Ève Pouliot plus tôt, qui nous aide à se sentir plus comme en une certaine
confort ou maîtrise avec les réalités dans lesquelles on vit. Je voulais juste renchérir sur le point d'engager en dialogue avec les communautés ou ton groupe d'experts. Je veux dire, mon commentaire sur il faut faire attention comment on véhicule le message pour qu'il soit compris, c'est quelque chose sur lequel je suis confrontée à chaque fois que je travaille avec des communautés. J'utilise un langage d'académie souvent. Puis ça prend un temps pour s'adapter, puis on adapte les pratiques. C'est hyper porteur aussi, mais c'est pas quelque chose qui est facilement maîtrisable et qu'on a à chaque fois. Mais le processus de consultation et de rétroaction et de donner le temps à ces échanges-là, même si ça prend du temps, à long terme, va être hyper porteur. En fait, nous, on tient à dire qu'on ne consulte pas les citoyens, on les implique dans un processus qui est le même que les experts vont suivre. Parce que ce qu'on se dit, c'est que s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, quand on va leur dire voici les solutions auxquelles on est arrivé comme groupe d'experts, ben, ils ne vont pas comprendre, puis c'est normal qu'ils vont s'opposer. Alors que si on les écoute, si on entend leur point de vue, s'ils sentent qu'ils sont consultés, je dis toujours aux gens avec qui je travaille, je ne mets pas des lunettes roses, puis je ne suis pas en train de dire si on les consulte, tout va être beau. Il faut délimiter le terrain de jeu. Là, je vais travailler dans des MRC. Fait que c'est sûr que les MRC, ils n'ont pas toutes les marges de manœuvre. Fait que le cadre va être clair. À la fin, ce n'est pas les citoyens et citoyennes qui vont prendre la décision. Par contre, ils vont contribuer à la réflexion, puis ils vont amener leur expérience, puis leur vécu. Puis la façon que j'ai réussi à convaincre plusieurs des personnes qui travaillent sur les comités experts, donc j'avais dit que je ne parlerais pas longtemps, mais quand je parle des choses qui les personnes, je peux m'emballer, là. Mais il y a quelqu'un il y avait une firme qui a été embauchée pour venir présenter les risques, les cartes d'inondation il y a longtemps sur le territoire. Puis là, dans la MRC, les gens disaient, ben oui, mais il aurait dû venir nous consulter parce que eux autres, ils ont fait ça. Tu sais, on leur aurait dit tout de suite que bon, là, ils expliquaient comment la carte, jusqu'à un certain point, ne reflétait pas toute la réalité de leur territoire. Mais je leur ai dit, ben vous auriez aimé ça être consulté pour pouvoir le dire, mais les citoyens aussi. Puis là, ça a fait un déclic en disant, si on n'écoute pas les citoyens, il y a une partie du phénomène qu'on comprend. Donc, encore une fois, j'espère que ça parle de la nutrition. Merci beaucoup. Il y a tout un défi. En fait, ben, est-ce que c'est un défi ou opportunité? Là, on balise entre les deux. Quand on a un panel comme nous l'avons aujourd'hui qui est multisectoriel, vraiment interdisciplinaire, intermilieu, on reconnaît aussi... Oui, aussi ça, merci. Tu m'as déviré, là. J'avais une belle idée que j'ai développée, Nathalie. Mais en fait, c'est. Merci beaucoup, hein. C'est à la fois une bonne chose. Pour moi, personnellement, j'ai toujours le défi. Je pense que c'est qu'on est souvent dans une équipe et chaque équipe, ça change parce que les différentes personnes apportent des différentes capacités. Il y a aussi à la fois une attente puis un enjeu individuel qui est posé sur tout le monde qui travaille dans les enjeux de risque, changement climatique, réponse, réduction de vulnérabilité au développement de capacité, etc., de porter tous les chapeaux d'un coup. Ça fait moi, je suis conseiller scientifique pour le réseau inondation. Donc, il n'y a pas une journée qui passe que j'essaie de tout comprendre d'un coup. C'est difficile. Parfois, je pense que Philippe le fait, là. J'ai l'impression. Mais c'est pas évident. C'est des tâches très, très difficiles, d'où l'importance de collaboration, d'être capable de dialoguer, même si on n'utilise pas les mêmes mots, d'apprécier et d'écouter et de mieux comprendre et de gérer ces relations professionnelles, communautaires, quoi que ce soit. Il est 42. On est supposé de terminer à 45. Je ne sais pas si on a ajouté 5 minutes pour des questions
Mais tu avais mentionné des questions au début, donc en 3 minutes là, on peut ouvrir ou passer le micro, le bâton, si jamais quelqu'un a des questions à soulever ou des commentaires. Non, des commentaires, non, non, c'est ça. OK. Question, est-ce que ça va? Questions, commentaires, suggestions, partage d'expérience aussi. Oui, est-ce que tu connais Piliers Verts? C'est un organisme de Trois-Rivières qui organise justement des activités liées à la meilleure connaissance puis de relations avec les rivières dans le coin de Trois-Rivières avec les populations. Ils ont plein d'activités différentes. Donc, peut-être qu'il y avait des. Merci beaucoup. En premier, vous pouvez aller, après on va passer au suivant. Oui. Ben, merci pour le panel. Là, justement, pour traiter toute la gestion des risques naturels, ça prend une brochette d'expertise. Je pense que vous l'avez démontré dans vos échanges. Il y a un aspect là où vous avez démontré qu'au cours des 20 dernières années, on a vraiment un pas de géant de la gestion des risques naturels. Et vraiment, les connaissances sont assez matures, notamment. Vous avez mentionné ça, vous avez mentionné plusieurs défis. Puis on a une opportunité au Québec, justement, par le biais des plans climat que les municipalités et les MSC doivent faire, d'avoir un portrait quand même de ces risques naturels-là au Québec, dans chacune des municipalités du Québec. Donc, selon vos expériences, à partir un peu de certains défis, vous avez tout évoqué, les moyens qu'on pourrait prendre, les défis auxquels les MSC, les municipalités font part d'ailleurs avec quelqu'un de la ville de Laval, si vous avez mentionné comment, quels moyens vous utilisez pour que justement les MSC et les municipalités intègrent justement ces connaissances-là pour avoir un portrait le plus proche possible au niveau de la gestion des risques, au niveau de l'appréciation des risques qu'ils doivent faire. Mais souvent, il y aurait des petites municipalités. Oui, c'est ça. Ceux qui ont plus de moyens. Selon votre expérience, votre bagage, je vais vous en prendre. Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter? De quoi? De vous présenter. Vous êtes d'où? Oui, Chantal Quétin, je suis chez Olanos, une ancienne étudiante d'automobile. Ah, je suis dans la majorité de la salle. De nombreuses années. Merci. Merci. Moi, je suis dans une petite municipalité, je ne sais pas où, nationale. Moi, j'ai moins de 5000 habitants. Bon. Je suis impliqué avec notamment des citoyens et je rencontre ma mairesse la semaine prochaine. Je vais lui parler de deux choses. Du plan climat, qui a fait l'objet d'une discussion, elle est d'ailleurs vice-préfète de la MRC. J'habite à côté de la vallée du Richelieu, enfin, au bord de la vallée du Richelieu, je vais lui parler des plans climat, de l'importance justement des citoyens. Là, je ne porterai pas ma casquette de directeur de risque, je veux vraiment parler de moi, citoyen. Ma rue a été inondée au moment. Je n'ai pas été inondé, mais mes voisins. Je vais lui parler un petit peu de mon expérience, mais surtout lui partager de ce que moi, je pense c'est important, ce que tu disais tout à l'heure en termes de plan climat. On a fait une priorité, je vais recevoir d'ailleurs tout à l'heure la liste de ce que je vais devoir discuter avec ma mairesse en présence de mes collègues, de mes concitoyens. Une des choses que je vais leur dire, c'est que la connaissance, elle vient pas juste d'en haut, elle doit venir d'en bas. La connaissance du milieu, on a parlé tout à l'heure, et en particulier des populations autochtones que souvent on néglige, qui ont aussi une connaissance, un savoir-faire traditionnel qu'on a souvent négligé, qu'on a bafoué. Autre chose aussi, on fait des choses, comme je disais la semaine dernière, Nathalie, tu étais là aussi, Stéphane. Je pense qu'en termes d'inondation, par exemple, pour juste prendre cet exemple, on est bon, mais on pourrait être meilleur. Pourquoi? Comment on pourrait être meilleur? Si on partageait ne serait-ce que les connaissances et surtout on évitait, on va dire, cette façon systématique que le gouvernement a eue, pour toutes sortes de raisons. Je ne blâme pas nécessairement un gouvernement par rapport à un autre, de faire une approche top-down. On est beaucoup dans l'approche top-down en ce moment.
Et c'est un enjeu, parce que moi, je le vois au niveau citoyen. Je vais laisser la parole aussi à mes collègues. Nous, les universités, c'est-à-dire la formation, la sensibilisation, la formation de la relève devient essentielle. On ne réglera pas ce problème-là du jour au lendemain. Oui, il y a des problèmes majeurs, il ne faut pas faire peur à tout le monde, mais ce sont des défis. Mais il faut collectivement les, en bon français, adresse par la formation, la sensibilisation, l'éducation. Le problème de littératie dont parlait tout à l'heure Mylène, c'est un problème majeur. Parce que si on ne comprend pas le problème, comment on va essayer de trouver une façon notamment d'agir, mais aussi de le régler. Ça va passer par la formation, l'importance aussi de l'approche, en fait, de la connaissance du milieu, notamment dans les citoyens ou autres, puis aussi, quelque part, sur une reconnaissance de où se trouve l'expertise. On néglige bien souvent, elles sont partout dans le domaine des municipalités, vous en avez beaucoup, mais souvent on a des barrières pour empêcher pas juste la collaboration, ce partage d'expertise, ce développement d'expertise, le développement des relations de confiance est essentiel si on veut arriver évidemment à trouver des solutions. Voilà un petit peu ce que je répondrais. Est-ce que ça tentait de Thomas? Oui, moi j'ai une petite municipalité aussi, métropole régionale. Pour les plans climat, je ne connais pas tout la configuration, mais je vois quelques enjeux parce qu'on a été approché à l'université pour réfléchir et participer au développement de la portion plus diagnostique du plan climat de la MRC. Mais assez rapidement, ce qui apparaissait, c'était les délais qui étaient imposés pour les réaliser. Bon, les moyens, mais surtout les délais. Puis, considérant, puis tu l'as mentionné, Chantal, la diversité d'expertise, ça incombait souvent à une seule personne de rassembler toutes les informations. Ça fait qu'il y avait donc deux choses, les délais, puis ensuite le fait que ce soit une personne dans les petites municipalités qui doivent faire les plans climat, qui couvrent l'ensemble. C'était deux défis que je voyais. Je ne sais pas par contre le soutien là, que le ministère donnait pour accompagner, mais il y avait ça. Puis le troisième élément, c'était l'accessibilité aux données, qui était un enjeu aussi. Il y a beaucoup plus de données maintenant disponibles. Mais encore, le traitement, l'accessibilité aux petites municipalités, ça devient un enjeu aussi. Ma compréhension était que la composante diagnostique qui était demandée, ce n'était pas nécessairement très profond ou développé. Nous, on avait été approchés, puis on voyait tout de suite, bon, ça va prendre 3 ans de faire ça, mais ils sont bons pour le faire. Fait que là, bon, il y a des différences d'échelle de perspective. Mais quand même, c'était ça l'enjeu de traitement. Il y avait une expertise qui était une personne qui est embauchée. C'est ça les enjeux dans les petites municipalités. Je vais prendre une dernière question parce que je vois le temps passer. Et puis, s'il y a d'autres discussions à continuer, mais demain, ou là, dans le couloir, voilà, l'informel. Oui. Ben, ça a été un peu les discussions, mais c'est un peu en lien avec la discussion au début et gestion. Par rapport au changement de paradigme, j'ai l'impression qu'il y a une année qu'il y a eu un changement de paradigme plus dans le milieu scientifique, dans la façon dont les inondations sont élevées. Mais sur comment est-ce qu'on produit les données, c'est quoi les méthodes qui sont employées, mais il y a un lien avec ce que Philippe disait de l'approche top-down du gouvernement, mais j'ai envie de plus d'entendre parler de Nathalie, qu'est-ce que vous pensez de ça, en lien avec la communication que vous parlez tout à l'heure, parce que on a beaucoup de discussions où je suis témoin de ces discussions-là sur comment communiquer, mais c'est quand même des scientifiques qui pensent finalement à comment communiquer, à comment est-ce qu'on peut changer, sortir de ce paradigme-là, comment est-ce que cette façon de communiquer est différée des zones de 2 ans, 20 ans, et 100 ans qui étaient communiquées par rapport qui ne fonctionnaient pas finalement, mais là, comme si on était encore dans ce paradigme-là. Qui fonctionnait pas, qui était peut-être plus facilement comprenable. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution. Je trouve le problème super intéressant.
Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui est préféré, puis qu'est-ce qui va aller de l'avant. Je trouve ça, tu sais, c'est la communication scientifique, la vulgarisation. Puis de plus en plus, en fait, pour les chercheurs du milieu académique, les plans de transfert et de mobilisation des connaissances, les attentes, c'est qu'ils doivent être de plus en plus développés, de plus en plus déployés, sans pour autant venir avec des budgets. Donner un exemple, à la conférence de la classe en 2024, on a organisé un atelier sur la précarité énergétique et on a on a engagé quelqu'un qui faisait du digital recording. Donc, la conférence a été illustrée en temps réel, peaufinée après et traduite en français et en anglais. Donc, on a parlé de la précarité énergétique, mais c'était illustré. Il y avait quelques chiffres ici et là, mais avec les images, on pouvait comprendre. Cette image-là a coûté plus de 5 000 $ à produire. Donc, il faut des ressources. J'ai aucune solution. En anglais, quand on parle de précarité énergétique, on parle de energy poverty. On fait très attention de ne pas utiliser ces termes-là quand on parle avec des gens qui font face à la précarité énergétique, puisque le mot pauvreté, c'est stigmatisant. Donc, même en anglais, on commence à changer les mots qu'on utilise. Je ne pense pas qu'il y a de solution miracle, je dirais essai-erreur, le faire, mais aussi de parler aux gens, de travailler avec des cartes. Une de mes étudiantes le fait beaucoup avec des jeunes, avec des aînés dans le Nord. On donne une carte, puis on demande aux gens d'interpréter leur territoire. Ils le savent, ils connaissent, ils savent sont où les risques, ils savent où l'érosion se passe, où est-ce qu'elle est plus problématique. Puis ils ont les termes qu'eux utilisent. Donc, puis l'approche top-down du gouvernement en consultation, dans le cadre d'une autre conférence où on parlait d'évaluation environnementale ou de processus de reddition de comptes, il y avait une femme Première Nation qui a dit que c'est un processus qui est très violent. Qui est très violent parce que c'est très exigeant, c'est très rapide. La PG, le plan de gestion intégrée de l'énergie, les consultations ont ouvert, je pense, le 14 décembre. Qui a le temps? Là, je sais qu'on est enregistré. Puis peut-être que ce n'est pas ça les dates exactes, mais les moments où les consultations sont lancées, le temps alloué pour vraiment entendre les citoyens. Souvent, le message qui est lancé, c'est que ça nous intéresse pas vraiment. Et ensuite, on va donner cette information-là à analyser avec des gens qui ne proviennent pas du milieu, qui vont avoir des synthèses de l'information qui vont complètement dénaturer l'information qui peut avoir été partagée. Donc, qu'on l'appelle consultation, ce n'est pas un mot que j'aime, que j'utilise. Nous, dans l'équipe, on travaille en transfert de connaissances intégrées où les décideurs municipaux, les organismes communautaires sont des partenaires intégraux à l'étude de la formulation de la question de recherche, à l'interprétation des résultats, diffusion des connaissances. Collecte l'information aussi, l'analyse, souvent on s'en occupe, mais on valide avec nos partenaires. Mais ça prend vraiment du temps, mais il faut le donner ce temps-là parce que à la fin, les résultats qui sortent risquent d'être plus utilisables. Mais je n'ai pas de solution. Il faut juste le faire. Accepter qu'on va se mettre les pieds dans les plats, les pieds dans la bouche, qu'on va faire des erreurs, ça va être malaisant, mais que, je veux dire, on y va avec une intention. On a notre intention et je me suis fait dire souvent on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. On pourrait même inviter un panel il y a toute une expertise en communication sociale, en engagement communautaire, en organisation communautaire. C'est un autre sujet.
comme tous les sujets, on a 5 experts qui sont capables de creuser, parler en beaucoup de détails de leurs propres expertises et recherches, à la fois entre eux-mêmes, donc de créer cette vision intersectorielle, c'est un autre sujet qui pourrait vraiment être enrichi. Quelqu'un a mentionné le rendez-vous sur l'eau du regroupement des organismes de bassin versant. J'étais là la semaine passée. C'était un sujet, c'était une question qui a été beaucoup soulevée par les employés des OBV qui travaillent dans les bassins versants, qui sont souvent des géomaticiennes, des biologistes qui n'ont pas nécessairement la formation dans l'engagement citoyen, dans la communication sociale, mais qui l'apprennent en faisant. Il y avait certains OBV qui engageaient quand même des personnes avec plus d'expertise en communautaire, mais c'est que les individus, nous, les gens qui travaillons, portent souvent beaucoup de chapeaux et on devient multisectoriel nous-mêmes. Ça fait partie du challenge, mais aussi la question de résilience et d'avoir la capacité de faire le travail. Donc, c'est pas juste les panels qui sont multisectoriels, intersectoriels, interdisciplinaires, etc., mais c'est les individus eux-mêmes et tout le monde, en fait, qui deviennent d'une façon ou d'autre des experts en risque naturel, que ce soit en compréhension ou en action, tout ce qui se passe entre les deux. On arrête les questions et les commentaires et les suggestions formelles, là, pour le moment. Et je prends ce petit moment de remercier Mustapha pour l'organisation. C'est pas tout bon. Merci. Il a fait beaucoup. Hélène aussi qui est présente, ainsi que tout le monde qui sont présentés aujourd'hui, mais aussi qui ont participé. Et en particulier tous les panélistes là, qui sont là à la table ronde aujourd'hui et aussi tout le monde qui reste dans le monde virtuel. Merci beaucoup à tout le monde.